Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Télé. C'était surtout à cette émission Entretien. C'est l'occasion que vous avez de suivre les analyses des questions d'actualité. Et vous le savez, dans notre pays, la situation reste dominée par le processus de paix en République démocratique du Congo après la défaite du M23, mais l'accord qu'on attend du côté de Kampala entre le gouvernement et les M23. Nous allons parler au cours de cette émission aussi de la mort du président Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain s'est éteint hier à Johannesburg, et aussi la situation dans nos partis politiques. Trois questions qui vont être abordées au cours de cette émission avec M. Moleka. Il est cadre de l'UDPS, mais aussi porte-parole du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, M. Etienne Tshisekedi. Monsieur Moleka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Nous allons commencer avec la situation de sécurité dans notre pays. Vous l'avez appris, vous l'avez peut-être suivi aussi comme tous les Congolais. Les M23 étaient défaits. Est-ce que c'était prévisible à votre avis? Oui, cela était prévisible. La défaite militaire du M23 était prévisible vu que lorsque vous considérez la substance de l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi que de la résolution 2098 du Conseil de sécurité, vous vous rendez compte que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, a réellement pris à bras le corps le problème sécuritaire, non seulement de la RDC, mais surtout de l'Est et de la région des Grands Lacs, notamment avec la création, pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies et de ces programmes de maintien de paix, la création d'une brigade d'intervention à vocation non seulement défensive, mais à vocation active, avec une mission bien précise qui est de combattre, de neutraliser tous les groupes armés qui pullulent l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut aussi noter l'engagement de cette communauté internationale, dans le sens que l'accord cadre est signé par 11 pays plus 4 témoins. Les 4 témoins représentent toute la communauté internationale, vu que vous avez tant la CIRGL, la SADC, l'Union africaine et les Nations Unies elles-mêmes. Nous avons assisté à la nomination de tous ces envoyés spéciaux. Il y a l'envoyé spécial du secrétaire général, il y a l'envoyé spécial de l'Union européenne, de l'Union africaine et du gouvernement américain. Et je crois que tout le paquet a été mis afin de combattre efficacement d'abord le M23, puisque le M23 était le groupe armé le plus dangereux qui déstabilisait, tout le Nord Kivu, et qui s'illustrait aussi par les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Mais au-delà de cela, il faut aussi comprendre et remarquer qu'il y a eu un changement fondamental et radical de la politique, spécialement la politique américaine ou anglo-saxonne, par rapport à leurs grands alliés dans les Grands Lacs, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Alors, on en vient justement à cette question. Aujourd'hui, le chef de l'État, M. Kabila, vient de parcourir presque le nord Kivu. Il est allé jusqu'à Uvira Sud Kivu, même dans des zones qui hier étaient difficiles d'accès. Ça veut dire finalement que, en tout cas, ces groupes armés ont été presque mis hors d'état de nuire. Mais malgré cette victoire militaire, on exige quand même, ce même membre de représentant de la communauté internationale exige du Congo la signature d'un accord politique avec les M23. Et comment vous considérez cela, vous, de l'UDPS? Il faut comprendre que le processus de Kampala est un processus qui a été initié par la CIRGL, dont la RDC fait partie. Vous vous souviendrez, après la prise de la ville de Goma le 20 novembre de l'année dernière, 4 jours après, le 24 novembre, il y a eu le sommet des chefs d'État de la CIRGL qui ont décidé de la mise sur pied du processus de Kampala. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à la RDC de s'asseoir avec le M23, d'écouter les doléances du M23 et de pouvoir s'engager à répondre aux doléances qui sembleraient justifiées. Donc,
étant un processus initié par la CIRGL à laquelle la RDC appartient et le gouvernement en place ayant pris l'engagement de suivre ce processus, il est tout à fait naturel que la CIRGL et la communauté internationale demandent qu'on puisse clôturer ce processus par un accord, par une déclaration, bref, par un document. Mais la nature justement de ces documents pose problème. Si le gouvernement veut une déclaration de constat de la fin de la rébellion avec du M23, c'est pas ce que, par exemple, la médiation ougandaise ou les autres partis veulent. C'est peut-être un accord qui assure une sortie presque honorable aux rebelles défaits militairement. Je crois que là, la position de la communauté internationale est très claire. Une sortie honorable, non. Je ne pense pas que ce soit la volonté de la communauté internationale d'offrir une sortie honorable au M23. Souvenez-vous que tant l'envoyé spécial du secrétaire général, l'envoyé spécial du gouvernement américain et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies insistent sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'amnistie pour ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et il ne peut pas y avoir d'intégration automatique comme cela s'est fait dans le passé, dont nous avons vu les résultats. Souvenez-vous que l'épisode du RCD, il y a eu intégration, il y a eu après le CNDP, il y a eu intégration, et ça nous a amené aux problèmes que nous avons vécus en 2012. Donc je crois que la position de la communauté internationale est très claire là-dessus. Pas de sortie honorable. Mais ce que la communauté internationale dit, c'est que son appui a été nécessaire pour terminer le problème du M23 militairement. Mais cela ne met pas fin au problème de fond de l'insécurité au Nord Kivu. Et que simplement compter sur cette victoire militaire et laisser les M23 déambuler comme ça dans la sous-région sans avoir conclu par un document à portée juridique et politique, c'est prendre le risque que dans quelques temps, nous revoyons les mêmes phénomènes apparaître. Mais alors, est-ce que de là à conclure comme certaines personnes qui pensent que l'accord, on devrait normalement le signer avec le Rwanda et l'Ouganda qui soutiennent, on sait très, très clairement aujourd'hui que l'Ouganda, par exemple, a refusé de renvoyer Makenga et tous ceux qui sont avec lui au Congo pour être jugés comme l'exige la justice congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne sera pas utile pour le gouvernement d'aller directement négocier s'il faut obtenir un accord avec le Rwanda et l'Ouganda que de le faire avec le M23 qui n'a plus aucun crédit pour l'instant? Non, jusqu'à présent, si vous voulez, les négociations entre guillemets avec le Rwanda et l'Ouganda ont eu lieu dans le cadre de l'accord cadre, puisque le Rwanda et l'Ouganda sont aussi signataires. Et vous vous souviendrez que dans cet accord cadre, il y a les engagements pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, il y a des engagements pour le gouvernement ougandais et aussi des engagements pour le gouvernement rwandais, les voisins, et puis les engagements de la communauté internationale dans le sens plus large. Et l'Ouganda, le Rwanda, il n'y a pas quelques jours, les FDLR demandent de négocier directement avec le gouvernement ougandais, et c'est ce que les États-Unis conseillent, mais le Rwanda refuse. Comment vous pouvez analyser une telle décision du gouvernement rwandais alors que le président Jakaya Kikwete, on le sait, avait dit que la paix dans cette partie du pays passerait essentiellement par le fait que le Rwanda doit négocier avec ses rebelles, l'Ouganda avec le sien et vice-versa. Mais de l'autre côté, en tout cas, c'est un refus catégorique. Et je crois qu'il est déjà rassurant de voir que les Nations Unies, à travers la MONUSCO, ont pris le problème, si vous voulez, du FDLR comme
l'étape actuelle. Oui. Le problème à résoudre maintenant, ça concerne les FDLR, Interamwe et autres milices, milices Hutus. Le gouvernement de Kigali, historiquement, a toujours eu la position suivante, c'est qu'ils disent toujours, nous ne discuterons pas, nous ne négocierons jamais avec les génocidaires. Oui. Et en cela, ils ont pendant très longtemps été appuyés par certains gouvernements qui on peut toucher certains par un peu euh, ils comparent un peu au phénomène de la Shoah durant Oui. la Deuxième Guerre. Ils disaient, est-ce que vous pouvez voir les Juifs négocier avec les nazis? Mais les temps ont changé, les choses ont aussi évolué. Il est un fait que si nous considérons les génocidaires de 1994, ceux qui se sont réfugiés en RDC auraient quel âge aujourd'hui? Oui. Donc il y a quand même au niveau de la communauté hutu-rwandaise réfugiée au Congo, une très grande portion, je ne peux pas affirmer que c'est une majorité, qui sont des personnes qui auraient pu difficilement participer activement au génocide rwandais. D'où beaucoup de voix commencent à s'élever maintenant pour réclamer une réelle négociation entre les FDLR et la communauté Hutu réfugiée en RDC et le gouvernement de Kigali. Mais à cela, le gouvernement de Kigali rétorque aussi qu'ils ont déjà leur cadre de réconciliation nationale et chaque année, je crois la dernière semaine du mois de novembre, ils ont cette journée de réconciliation nationale où ils font le point de l'avancement, de l'évolution de leur réconciliation nationale. Mais lorsqu'on écoute maintenant l'organisation politique, si je puis dire, des FDLR, le leadership politique qui réclame des négociations et un dialogue avec le gouvernement de Kigali pour arranger les problèmes, je pense personnellement que c'est une bonne étape qui pourra être supportée par beaucoup au niveau de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs, car il est clair que tant qu'il n'y aura pas de négociation entre le pouvoir de Kigali et son opposition armée, il sera difficile que ce régime soit stabilisé et il sera difficile, quasiment impossible, d'avoir aussi une stabilité dans les Grands Lacs, y compris chez nous, au Nord Kivu. Et Oui, au ils Sud opèrent Kivu. d'ailleurs. Alors aujourd'hui, il y a la donne qui change aussi. Les Nations Unies viennent, en fait, les forces de la MONUSCO qui sont là disposent désormais des avions de surveillance avec une grande capacité de stockage d'informations. Est-ce que ça rassure? Ce type de monitoring qui nous manquait dans le renseignement, par exemple dans la zone où opèrent ces groupes armés, est-ce que ça rassure pour une stabilité un peu plus durable dans cette partie du pays? Je crois que l'avantage d'avoir maintenant au Nord Kivu cette technologie de surveillance est que tout d'abord, on pourra faire le monitoring des infiltrations. On pourra faire le monitoring de passage d'armes Ouais. ou d'autres logistiques militaires. D'où les États voisins qui ont été habitués à soutenir des rébellions chez nous, ils pourront faire ça beaucoup plus difficilement. Je crois que en ce qui concerne les Congolais aussi, cela permettra de suivre les trafics, même les trafics des minerais peuvent être l'objet de ce monitoring. Mais encore une fois, il faudrait aussi que nous puissions avoir plus d'informations et voir clair par rapport à la gestion en fait de toutes ces données. Ouais. Qui reçoit toutes ces données, qui les analyse et qui aura accès à toutes ces données? Est-ce que vraiment nos populations pourront bénéficier directement de ces données ou bien les
les responsables, les propriétaires de ces matériels vont garder ces données pour eux et peut-être les livrer au compte-gouttes. Ça, c'est quelque chose qu'on doit voir. Aujourd'hui, ça fait près de 2 ans depuis la fin des élections de novembre. Mais apparemment, l'UDPS, votre parti politique, est resté presque à faune. On n'avait presque pas vos points de vue sur certaines questions d'intérêt national. Qu'est-ce qui explique d'abord cette situation ou cette attitude? À faune, je ne vois pas. J'ai dit presque à faune, Oui, hein? non, l'UDPS s'exprime très régulièrement concernant les problèmes d'actualité. Je crois que le secrétaire général tient un point de presse quasiment chaque semaine où il donne la position de l'exécutif sur Qui passe presque différents... inaperçu, M. Mouleka, dans l'opinion. Peut-être c'est un problème de communication, Ouais. peut-être c'est un problème de communication, mais l'UDPS a fréquemment donné ses avis. Les activités dans l'UDPS ont lieu. Je crois que récemment vous avez pu suivre la session, l'ouverture de la session de formation des cadres ou la commémoration de nos victimes des événements du 26 novembre 2011. Donc l'UDPS continue à être actif. Et la preuve, c'est que nous continuons à déplorer plusieurs, donc des dizaines de nos militants, de nos membres qui sont encore emprisonnés sur toute l'étendue de la République. Depuis un moment, on ne vous sent plus en tout cas, on ne sent plus l'UDPS. Qu'est-ce qui explique cela? L'UDPS d'avant les élections de 2011, ce n'est plus la même UDPS aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? N'oubliez pas qu'une année électorale est toujours différente. Dans une année électorale, il y a toujours une effervescence qui est particulière à l'événement. Mais quand on perd les élections, il y a de quoi... Après les élections de 2011, souvenez-vous que dès le 23 décembre 2011, Étienne Tshisekedi était en résidence surveillée, jusqu'il y a peu, pendant 463 jours, en résidence surveillée. Et les activités du parti étaient victimes d'un sabotage de la part du pouvoir. La permanence de l'UDPS a été mise à sac. Tous les biens emportés, les chaises, des tables. Donc tout a été fait pour empêcher l'UDPS de fonctionner même en tant que parti. Beaucoup de nos militants qui se rendaient à la permanence ont été arrêtés. De sorte que pour créer une certaine peur, une psychose, pour que les gens ne s'approchent même plus de la permanence. Je crois que fort probablement, il y a aussi un déficit d'information sur ce que la répression dont l'UDPS a été fréquemment l'objet. Je pense que très peu de gens savent que la permanence avait été mise à sac par les forces de l'ordre et qu'il était difficile, même pour nos militants, d'avoir accès à la permanence ou à la rue Zignas sans risque de se faire appréhender comme ça, et ils étaient emmenés. Mais malgré cela, il y a eu une résilience de la part de nos militants et de la part de nos cadres pour que, aujourd'hui, les réunions puissent continuer à se tenir au niveau de la permanence et que chaque structure puisse rester active et même augmenter un peu le degré d'activité avec la base, avec la population. Oui, alors avant même qu'on en arrive à l'avenir de l'UDPS par rapport au processus démocratique, j'aimerais vous poser un peu une question de curiosité, mais une question que beaucoup de Congolais se posent. Est-ce que l'UDPS, je parle de vous, cadre du parti, avez-vous conscience du rôle que doit jouer cette formation politique dans l'échiquier politique national? Écoutez, vous me posez la question directement. Donc oui. Je dirais que, d'abord, en tant que directeur de cabinet et porte-parole du président de l'UDPS, votre question concerne l'UDPS, je vais vous dire que j'ai conscience de la responsabilité et du devoir historique de l'UDPS par rapport à cette population qui lui a fait confiance déjà pendant plus de trois décennies.
il faut aussi comprendre que l'UDPS est un parti, je ne vais pas dire le seul parti, mais c'est le parti qui a la plus grande notoriété dans le combat pour la démocratie, le combat pour le respect des droits de l'homme, le combat pour l'état de droit. Et ce sont des valeurs et des principes auxquels la population a adhéré, dont la population met beaucoup d'espoir dans l'UDPS en tant qu'organisation politique pour assurer une alternance aux pouvoirs dictatoriaux successifs que nous avons eus dans ce pays. Et pendant les élections de novembre 2011, la population a cru que, pour elle, c'était le moment de marquer ce changement et de permettre à l'UDPS d'apporter ce changement. Mais malheureusement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la leçon que nous tirons de 2011, c'est que jusqu'à présent, malheureusement, les Congolais ont eu le droit de voter, mais pas encore le droit d'élire leurs dirigeants. Donc c'est un combat qui reste actuel, un combat toujours dans le cadre du combat pour la démocratie, c'est que réellement la volonté exprimée par le peuple et par l'électeur congolais soit réellement, si vous voulez, réellement claire et puisse apparaître dans les résultats d'une élection. Alors, lorsque vous êtes conscient, par exemple, d'une telle situation, en fait, le rapport de force ne tourne pas en votre faveur. Aujourd'hui, plus de 2 ans après, apparemment, votre logique reste celle de la recherche de l'impérium au lieu de préparer l'avenir. Est-ce que vous ne voyez pas que vous risquez également d'être surpris lorsque les élections auront lieu, par exemple, si jamais le gouvernement tenait parole et qu'il y avait des élections locales? Est-ce que l'UDPS va participer ou restera dans sa logique de la recherche de l'impérium? La recherche de l'impérium part du constat de la victoire d'Étienne Tshisekedi à l'élection présidentielle et que, vu qu'il ne tient pas en main la puissance publique, Oui. c'est-à-dire l'armée, les pouvoirs régaliens tels que la Banque centrale, tout ça, afin de répondre aux attentes de la population, il lui faut cette puissance publique en main. C'est cela la recherche de l'impérium. Mais en ce qui concerne disons plutôt une vision plus prospective, Ouais. voir l'avenir, je crois que c'est le rôle de tout parti politique et de son administration, qu'elle soit politique ou qu'elle soit activiste, de préparer le lendemain. Vous savez, la politique, gouverner, c'est prévoir. Ouais. Et faire la politique, c'est se préparer toujours pour demain et pouvoir travailler pour le futur d'une nation, pour le futur d'un mouvement. Alors là, vous travaillez dessus, mais est-ce que vous ne trouvez pas que le fait d'avoir refusé d'aligner quelqu'un, parce que vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, le peuple a le droit de voter, mais pas encore le droit d'élire, parce que tout peut se passer au niveau de la compilation, on sait ce qui s'est passé dans ce pays, mais vous avez cette fois-ci, une fois de plus, refusé d'aligner l'un de vôtres à la CENI pour surveiller les étapes qui se passent. Maintenant, on est en train d'enregistrer les mandataires de partis politiques. Est-ce que vous avez déjà envoyé le vôtre? Non, vous devez comprendre que la position politique exprimée clairement par l'UDPS concernant les institutions actuelles, principalement la présidence de la République et le Parlement, l'Assemblée nationale, l'UDPS les considère illégitimes. Et il aurait été un peu contradictoire pour l'UDPS de participer à des institutions qu'elle considère illégitimes. Et comme, selon la loi, les membres du bureau de la CENI sont en quelque sorte désignés par ce même Parlement, donc il n'était pas question pour l'UDPS de proposer
ou d'envoyer des gens là-bas. Mais l'UDPS a toujours respecté la position ou la décision des personnes qui voulaient participer à cette mascarade, entre guillemets. Très bien, vous êtes légaliste et vous y resterez, je crois, mais aujourd'hui, le grand problème, c'est, vous l'avez dit, vous n'avez personne à la CENI, si je comprends bien, mais vous êtes quand même disposé à le demain s'il y a des élections. Mais est-ce que vous ne voyez pas que vous risquez, une fois de plus, de crier encore à la tricherie parce que maintenant, c'est maintenant que les élections se préparent? Non, on ne peut pas non plus tout dire Oui. sur la place publique, mais en tant que parti responsable, avec un exécutif qui lui aussi doit être responsable, il y a bien sûr des stratégies qui sont mises en place de sorte que les choses puissent évoluer dans le bon sens pour l'UDPS ainsi que pour tous les Congolais qui voient en l'UDPS l'incarnation de ce changement qui est tellement voulu. Donc il y a des stratégies qu'on ne peut pas livrer sur la place publique, la place publique, mais je crois que le premier congrès de l'UDPS avait été clair dans sa résolution 15 en décidant que l'UDPS participe à toutes les élections. Donc, à moins que l'UDPS ne décide de tenir un congrès qui donne une autre position politique fondamentale, c'est ce que nous devrons appliquer. Oui, voilà, nous allons rester toujours dans ce cadre du processus politique. L'UDPS est en train de voir. Je sais que vous n'allez pas dire devant tout le monde ce qui est préparé, mais est-ce que vous avez eu le temps de faire un peu une évaluation du passé pour voir qu'est-ce qui n'avait pas marché? Par exemple, en 2016, on a dit que le parti n'avait presque pas des témoins dans certaines circonscriptions. C'est entre autres la raison qui a poussé aux uns aux autres de manipuler. Est-ce que tout cela sera corrigé demain? Vous en avez le moyen? Oui, je crois que, bon, comme vous avez dit, on ne peut pas tout livrer sur la place publique, ouais. Mais quand même, je dois dire que certains au sein non seulement au sein du parti, mais même au niveau de la base, estiment que nous n'avons peut-être pas été assez profonds oui. dans l'autocritique ou dans l'analyse de ce qui s'est passé dans la période un peu préélectorale, campagne électorale, et la période post-électorale. Personnellement, au niveau du cabinet de M. Tshisekedi, cette évaluation et cette analyse a été faite et continue à se faire. Et donc, on attend, qu'est-ce que la base, hein? Ça, ce sont des questions que nous recevons régulièrement de ceux que nous rencontrons dans la rue. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, la base ou le peuple peut attendre de l'UDPS? Parce qu'il y en a des gens qui disent, non, ils ont dormi longtemps, comme le président avait demandé. Ils ont envie de savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que l'UDPS propose à la population? Non, je crois qu'il y a... Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Oui. Qu'est-ce que le peuple attend de l'UDPS? Ce peuple-là doit comprendre que l'UDPS ne fera rien sans le peuple. Ça veut dire? L'UDPS n'est pas un phénomène là, indépendant qui va accomplir des choses et que le peuple suive. Non. L'UDPS est dépendant de l'attitude du peuple et dépendant des actions du peuple et des initiatives aussi du peuple. Je crois que c'est peut-être quelque chose que nous n'expliquons pas assez à cette même base. Mais est-ce que vous ne voyez pas aussi que... Très souvent nous entendons, très souvent j'entends, mais on attend que le chef parle. On dit, mais le chef a parlé tellement de fois, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise encore que vous n'avez pas entendu? Mais est-ce que le temps ne risque pas d'être votre principal ennemi, M. Moleka? Je ne pense pas, parce que, vous savez, la lutte de l'UDPS, cette lutte de 30 ans,
produit toujours beaucoup de fruits. Et personnellement, j'ai confiance dans les générations montantes de l'UDPS en particulier et de notre société congolaise en général. Mais il y a bien sûr le fait que les partis politiques aussi ont une certaine responsabilité au niveau pédagogique pour former cette jeunesse et former ces cadres suivant les principes et les valeurs du parti et du leader du parti, et laisser à ces cadres et à ces jeunes la liberté nécessaire pour qu'ils puissent s'affirmer. Parce qu'un des grands problèmes auxquels est confrontée la société congolaise et toutes les organisations politiques et de la société civile, c'est que vous trouvez de moins en moins d'acteurs politiques ou leaders de la société civile qui ont une réelle personnalité et un caractère qui peut faire la différence. Et on voit que chez les jeunes aussi, cela devient difficile de trouver des jeunes qui ont leur propre personnalité et un Pas d'ambition. caractère assez fort. Donc il faut, je crois, redonner à cette jeunesse-là certaines capacités, certaines ouvertures pour qu'elles comprennent que vous ne devez pas être des suivistes. Nous avons vécu assez longtemps sous des régimes où le clientélisme et le népotisme étaient la règle. Et peut-être que dans les organisations politiques, on se laisse aller aussi trop facilement dans ces jeux-là. Donc il faut absolument permettre et encourager la jeunesse dans nos organisations politiques, encourager la jeunesse à devenir de plus en plus autonome, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Tout à l'heure, nous allons parler de Nelson Mandela, mais Nelson Mandela a été responsable de la Ligue des jeunes, de l'ANC. Alors, au regard de l'étendue du pays, on dit qu'il est difficile pour une formation politique ou un homme de gagner seul. Mais on vous accuse aussi l'UDPS de vouloir, avec votre propre ego, de ne pas vous comptez plus sur la personnalité de M. Tshisekedi, tout ça, vous ne voulez pas vous associer aux autres. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui, après avoir boycotté aussi les concertations nationales, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous mettre personnellement, ou vous êtes en train de vous mettre tous à côté de la grande réalité? Mais, vous savez, moi, suivant mon expérience personnelle, oui, tant en politique, tant dans ce que j'ai pu comprendre sur base de recherche ou d'expérience pratique, et mon expérience dans le monde du sport aussi. Je comprends très mal lorsque vous dites gagner seul, ça veut dire quoi? Comment gagne-t-on seul? Je veux dire, même un boxeur, la boxe, on dit que c'est un sport individuel. La boxe est un sport individuel, mais un boxeur, même s'il est seul sur le ring, mais il ne peut pas dire qu'il gagne seul. Je me demande, la question que moi je pose, ça veut dire quoi? Mais vous voulez trop évoluer en solo, M. Moleka. Quand on dit qu'il faut que les forces politiques, c'est normalement aujourd'hui Tshisekedi qui devait être le chef de toutes les formations politiques. En fait, je veux dire, on l'appelle l'opposant historique parce que c'est lui qui a plus de confiance que ceux qui viennent après lui. Mais au moins, il devait être l'unificateur de tout le monde et réunir les autres formations politiques pour prendre la position face au pouvoir en place. Mais généralement, devant ces telles assises, vous faites le solo, vous préférez jouer en solo, c'est ça? Non, je dirais plutôt qu'à plusieurs reprises, l'UDPS et son président ont accepté et tenté l'expérience de travailler avec d'autres, et que peut-être l'expérience n'a pas été concluante selon l'UDPS. Mais je crois que gagner seul, c'est comme vivre seul, obtenir les choses seul. Surtout en politique, c'est très difficile de gagner seul. Alors, en une minute, quel est l'avenir de l'UDPS, M. Moleka, avant qu'on parle de Mandela? L'avenir de l'UDPS, c'est un avenir, à mon avis, qui
qui est serein, parce qu'encore une fois, l'UDPS a donné naissance à beaucoup de leaders et a donné naissance à une certaine soif au sein de la société congolaise, une soif pour le changement, une soif pour que les gens se mettent activement au travail pour apporter un changement ici dans la République démocratique du Congo. Vous savez, si vous regardez l'évolution de notre pays depuis l'indépendance, aujourd'hui, les Congolais vivent moins bien qu'à l'indépendance. Aujourd'hui, nous vivons même moins bien qu'il y a 20 ans, alors qu'il y a 20 ans, on pensait déjà avoir touché le fond. Donc il faut absolument ce changement, et ce changement ne pourra être apporté que par des hommes et des femmes qui réfléchissent sur le besoin du Congo d'abord. Parce que très souvent, nous nous limitons simplement aux objectifs ou aux désirs, aux intérêts de nos camps respectifs ou de nos partis respectifs. Mais le Congo de demain demande d'abord une génération qui regarde les intérêts du Congo avant de regarder les intérêts de son parti politique personnel ou de son association pour les cas de les responsables de la société civile. Et M. Tshisekedi lui-même, comment il se porte? Il se porte très bien. Alors, Nelson Mandela est décédé jeudi, en tout cas dans la soirée. C'est le président sud-africain en exercice qui l'a annoncé, qui a annoncé cette nouvelle que beaucoup attendaient depuis presque le mois de mai. Mandela est entré en coma dans une situation difficile. Aujourd'hui, qu'inspire Nelson Mandela en tant qu'homme politique? Écoutez, en tant qu'homme politique, Nelson Mandela a donné, si vous voulez, tellement de leçons, parce que d'abord, c'était une personne qui prêchait par l'exemple, ce qui est très rare chez les hommes politiques. Nelson Mandela prêchait par l'exemple, notamment ce qui est, je crois, un des héritages les plus importants qu'on pourra garder de Mandela ou de Madiba, c'est qu'il a su partir à temps de la vie politique, il a préparé son départ de la vie politique et il a même préparé son départ de la vie tout court. La semaine dernière, je lisais une déclaration d'une de ses filles qui disait je sais qu'il nous a déjà préparé pour son départ, il est en train de partir, il nous a préparé pour son départ, tout comme il avait préparé son départ de la présidence après un mandat unique. Alors une personne comme Mandela, avec son charisme, avec l'autorité qu'il avait sur toute la société sud-africaine, il aurait pu s'offrir 2, voire 3 ou 4 mandats, on lui aurait même accordé ça, mais il a eu cette humilité et cette sagesse de partir à temps et de laisser la génération suivante prendre les rênes et lui en retrait, étant à leur disposition pour les conseiller. Un autre héritage qui est beaucoup plus un héritage moral que Mandela nous laisse, c'est la capacité de pardonner. Nelson Mandela, qui a été torturé, qui a perdu les plus belles années de sa vie en étant emprisonné d'une manière tout à fait injuste, mais il a très vite compris que même si on lui avait déjà tout pris, je crois lui-même a dit que si je n'arrive pas à pardonner à mes oppresseurs, alors là, ils m'auront vraiment tout pris. Ils m'auront même enlevé la capacité de leur pardonner. Or, c'est tout ce qui me reste. Et c'est cette capacité de pardonner qui a pu rassembler toute l'Afrique du Sud et la faire devenir cette Rainbow Nation, cette nation arc-en-ciel. Et il a dit, notamment, si vous voulez bâtir la paix, vous devez
travailler avec vos ennemis, avec vos adversaires et en faire vos associés. Je me souviens très bien que l'ANC, bien qu'étant largement majoritaire, mais lorsque Mandela est devenu président, il a tenu absolument à ce que un parti minoritaire, l'Inkatha, hein, de Mangosuthu Buthelezi, qui était aussi un parti ennemi à l'ANC, vu qu'eux collaboraient à un moment avec les tenants de l'apartheid contre l'ANC, mais il a tenu à insister à ce que l'Inkatha soit dans le gouvernement. Et il a menacé même de ne pas assumer cette présidence si l'Inkatha refusait. Donc c'est un homme qui était prêt à faire les sacrifices pour assurer l'unité de la nation, car si la nation n'est pas unie, cette nation pourra difficilement atteindre ses objectifs de développement. Alors, est-ce qu'au regard des dissensions actuelles au sein de l'ANC, Julius Malema est allé même créer une autre formation politique concurrente à l'ANC. Est-ce qu'au regard de toutes ces divergences, on peut dire que l'héritage de Mandela sera pérennisé après sa mort? Je crois que ce genre d'héritage ne meurt jamais. Ce genre d'héritage ne meurt jamais. Ce qui se passe très souvent, c'est que plusieurs personnes ou plusieurs groupes peuvent se disputer un héritage, mais n'oubliez pas encore une fois que Nelson Mandela, ce qui le caractérisait par rapport à la grande majorité des hommes politiques, c'est qu'il prêchait par l'exemple. Ce que lui disait, il le faisait. Donc, si on veut, si on voit dans un peu, je ne parlerai pas des dissensions au sein de l'ANC, mais on voit l'apparition de nouveaux mouvements politiques qui se réclament presque tous un peu de Mandela ou de la vision de Mandela. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une chose naturelle, puisque vous savez, les qualités que Mandela a pu projeter au sein de l'opinion publique tant sud-africaine qu'internationale, et ses œuvres sont tellement multiples et grandes qu'il y en a assez pour pérenniser son héritage. Alors, M. Moleka, on a fini cet entretien. Vous avez 1 minute pour donner votre mot de conclusion. Non, tout d'abord, au nom du président Etienne Tshisekedi, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser nos condoléances à toute la nation sud-africaine. L'Afrique du Sud a toujours été un pays ami de la RDC. La RDC, à l'époque, le Zaïre, a beaucoup soutenu la lutte de l'ANC. Souvenez-vous que, je crois, après sa sortie de prison, la RDC était la 2e ou 3e étape de la tournée de Nelson Mandela. Donc, le peuple congolais s'associe à cette perte, lourde perte qui frappe le peuple et la nation sud-africaine, mais voyons aussi à travers le départ de cette illustre personnalité une lumière d'espoir, parce que cette personnalité ne nous laisse pas orphelins. Cette personnalité nous laisse avec des leçons de vie, des leçons concernant la dignité humaine, le respect de la dignité humaine, des leçons concernant l'obligation de solidarité entre nous, des leçons concernant, surtout pour les serviteurs de la République, des leçons d'humilité, de sagesse, et toujours garder à l'esprit que le service, c'est pour les autres. Le service, c'est pour les autres. Merci, Monsieur Albert Moleka. Je précise que vous êtes directeur des cabinets de M. Etienne Tshisekedi, mais aussi son porte-parole et grand cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci à vous tous qui avez suivi cet entretien. Le prochain numéro, c'est déjà dans les jours qui viennent. Mais dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7, sur Radio 7, mais également sur lepotentielonline.com. Merci et à la prochaine. Merci.